Le matin s'était levé clair sur Cholet, avec cette lumière pâle de printemps qui glisse sur les vitres et fait briller la poussière comme une neige suspendue. Madeleine, 81 ans, avait ouvert les volets sur le jardin, respiré l'air humide, puis s'était installée dans la cuisine pour ranger ses papiers, un rituel qu'elle respectait depuis qu'André, son mari, n'était plus là. Chaque premier mardi du mois, elle sortait son classeur en cuir, ses factures pliées avec soin, ses relevés de compte alignés par trimestre. Tout avait sa place, tout devait être en ordre. À 10 heures, la sonnette a retenti. C'était Philippe. Son fils aîné, toujours tiré à 4 épingles, la chemise repassée, le ton affable. « Je passais par là, maman. Je me suis dit que je pouvais t'aider un peu avec les papiers. » Madeleine a souri. Elle n'aime pas qu'on l'aide, mais elle a préparé du café, par réflexe. Pendant qu'elle s'affairait, elle entendait derrière elle le bruit des tiroirs, le froissement des feuilles qu'on déplace sans demander. Elle s'est retournée juste à temps pour voir Philippe refermer le buffet, une chemise cartonnée beige dans la main. Sur la couverture, écrite au feutre bleu, une phrase qu'elle n'avait jamais vue. Tutelle, curatelle, dossier à compléter. Son cœur s'est serré. Elle a essuyé ses mains sur son tablier. « C'est quoi ça, Philippe ?» Il a haussé les épaules, sans la regarder vraiment. « Oh, rien, maman. Des papiers administratifs, tu sais, pour te protéger. » Te protéger. Ces deux mots, il les a prononcés comme on referme une porte. Elle n'a rien répondu d'abord. Le silence s'est installé, épais, presque gênant. Puis il a ajouté, d'un ton trop léger. « Tu sais, à ton âge, les erreurs arrivent vite. » Le café bouillonnait encore sur le feu. L'odeur du brûlé s'est mêlée à celle du mensonge. Madeleine a coupé le gaz, lentement, sans un mot. Elle a posé les tasses sur la table, mais le geste n'avait plus de sens. Elle n'entendait plus que le mot « tutelle » résonner dans sa tête, comme une gifle sèche. Ce n'était pas un mot neutre. C'était un verdict. Philippe a bu une gorgée, consulté son téléphone, puis a glissé la chemise dans sa sacoche, entre deux dossiers. « Je repasserai demain pour la signature. » « Quelle signature? »« Oh, tu verras, c'est juste un formulaire pour officialiser ta tranquillité. » Et il est parti. La porte s'est refermée doucement. Elle est restée debout, la main posée sur la table encore tiède du café, les yeux fixés sur la chaise vide. Un long frisson l'a parcouru. Tout à coup, la maison lui a semblé immense, étrangère. Même le tic-tac de l'horloge sonnait autrement plus sec, plus froid. L'après-midi a passé comme un rêve brisé. Elle a essayé de se convaincre que ce n'était rien, que Philippe exagérait toujours. Mais quelque chose en elle savait déjà. Ce n'était pas de l'aide. C'était une manœuvre. Le mot tutelle lui restait coincé dans la gorge, comme une arête impossible à avaler. À la tombée du soir, elle a tiré les rideaux, allumé la petite lampe du salon. Le reflet du buffet en merisier brillait faiblement. Elle a ouvert le tiroir du bas et sorti son vieux carnet ligné, celui où elle notait les dates importantes, les pensées à ne pas oublier. Elle a pris son stylo à plume, celui d'André, et a écrit, la main tremblante, « Mardi, 15h40. » Il a prononcé le mot tutelle. « Ils veulent m'effacer en douceur. » Elle a reposé le stylo, refermé le carnet, puis s'est assise dans le fauteuil près de la fenêtre. Dehors, le jour s'éteignait lentement sur les toits de Cholet. Elle a murmuré, « André, tu entends? Ils veulent me protéger. De moi. » Un rire sans joie lui a échappé. Puis, dans un souffle presque imperceptible, elle a ajouté, « À partir de demain, je ne signerai plus rien sans comprendre. » La caméra s'attarde sur la chemise beige restée entr'ouverte sur le buffet. Le mot tutelle s'y lit encore, penché, menaçant. La lumière tombe, le silence s'installe lourd, définitif. Le lendemain matin, Madeleine s'est levée tôt, comme toujours. Le soleil filtrait à travers les rideaux, dessinant sur le sol les ombres familières du jardin qu'elle connaissait par cœur. Elle a préparé son café, lentement, puis s'est assise près de la fenêtre, face au vieux cerisier. Elle a ouvert son carnet, relu la phrase de la veille, « Ils veulent m'effacer en douceur », et ses pensées l'ont ramenée, malgré elle, vers le passé. Elle a revu Cholet dans les années 60. Les marchés du dimanche matin, l'odeur des pommes de terre frites, les rires des enfants qui couraient entre les étals. À l'époque, elle n'avait peur de rien. Elle était jeune, vive, le regard clair, les mains toujours en mouvement. Elle travaillait à la mercerie de la rue Nationale,
et c'est là qu'elle avait rencontré André. Un homme solide, un artisan menuisier qui construisait des meubles aussi droits que sa parole. Ils s'étaient mariés en 1966, dans la petite église de Saint-Louis. Les photos jaunies dorment encore dans un tiroir. Elle, en robe simple, un bouquet de lilas à la main. Lui, le regard fier, la promesse silencieuse d'un avenir à bâtir. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils avaient tout fait eux-mêmes. La maison, surtout. Brique après brique, week-end après week-end, à la sueur de leurs économies et de leurs rêves. Madeleine préparait le mortier, André posait les parpaings. Chaque mur avait une histoire, chaque fenêtre une patience. Elle se souvenait encore du jour où ils avaient enfin accroché le rideau du salon, celui qui donnait sur le jardin. « Voilà », avait dit André, « la maison est debout. Maintenant, il faut qu'elle tienne. Une maison, c'est une promesse. Tant qu'elle tient debout, toi aussi. » Et elle avait ri, émue, les mains couvertes de poussière de ciment. Ils avaient eu 2 enfants. Philippe d'abord, sérieux, réfléchi, puis Marion, plus douce, plus rêveuse. André disait toujours « Lui, il aura la tête et elle le cœur. Toi, Madeleine, tu es le socle. » Le socle? Oui. Elle avait tout tenu après la mort d'André. Quand il était parti, d'une crise cardiaque un soir de septembre, elle avait continué par habitude, par devoir ou simplement par amour. Elle avait payé les factures, entretenu le jardin, parlé seule à la chaudière comme à un vieil ami capricieux. Elle ne voulait dépendre de personne. Pas même de Philippe, qui lui disait à l'époque « Maman, tu es incroyable, tu gères tout mieux que nous. » Elle avait rougi, fière. Mais cette admiration avait peu à peu viré à la condescendance. Le temps avait passé, et chaque nouvelle ride sur son visage semblait lui retirer un peu de crédit. Philippe, désormais directeur d'agence, la traitait comme une enfant qui joue à la grande. D'abord, c'était des phrases innocentes. « Tu devrais me laisser t'aider avec la banque. Tu risques d'oublier une échéance, maman. » Puis, des remarques plus sèches. « Tu ne comprends plus les formulaires. Tu te fatigues pour rien. » Elle n'avait rien dit. Jamais. Elle savait que son fils croyait bien faire. Mais chaque mot, chaque regard compatissant creusait une fissure dans le mur de confiance qu'elle avait bâti toute sa vie. Dans les jours qui suivirent la visite de Philippe, cette fissure devint béante. Elle revoyait la chemise beige, les lettres bleues. Tutelle, curatelle. Ce mot, tutelle, c'était tout le contraire de ce qu'André avait rêvé pour elle. Elle, la femme qui avait tenu bon contre les deuils, les factures, la solitude, on voulait désormais la protéger, c'est-à-dire la déposséder. Elle a regardé autour d'elle, le buffet en mérisier, le fauteuil d'André, le carrelage qu'ils avaient choisi ensemble chez un petit artisan d'Angers. Chaque objet semblait murmurer leur vie à deux. Tant que la maison tient debout, tu tiens debout. Les mots d'André résonnaient encore. Alors quand Philippe avait prononcé ce mot tutelle, elle avait senti le sol se fissurer, comme si le ciment de toutes ces années se craquelait sous ses pieds. Pas seulement à cause du dossier, mais parce que, pour la première fois, son propre fils venait de nier sa capacité à exister. Elle ferma les yeux, la main posée sur la table. Un ray de lumière traversa la pièce, s'accrocha à la vitre du buffet. Elle pensa « André, la maison tient encore. Mais ce sont les murs humains qui s'effondrent. » Puis, calmement, elle reprit son carnet. Elle écrivit une phrase qu'elle n'oublierait jamais. « On ne perd pas la raison en vieillissant. On la perd quand on cesse d'être écouté. » Les semaines suivantes, Philippe revint souvent trop souvent. Toujours avec ce ton calme, ce sourire rassurant qu'on réserve aux vieillards distraits. Il entrait sans frapper, déposait sa veste sur la chaise d'André, puis étalait ses papiers sur la table du salon. « Maman, tu sais, il faut que je t'aide un peu. Les démarches sont de plus en plus compliquées. » Madeleine hochait la tête, sans répondre. Au début, elle s'était dit que c'était bien, qu'il s'inquiétait. Mais bientôt, chaque mot de Philippe devint une petite pierre de plus dans le mur qui l'isolait. Un matin, elle chercha la clé de la boîte aux lettres. Le trousseau pendait d'habitude au crochet près de la porte d'entrée, mais il avait disparu. Elle interrogea Philippe quand il passa. « Tu n'aurais pas vu mes clés ? » ?»« Ah, oui. Je les ai prises pour aller chercher ton courrier. Tu n'as plus besoin de te déplacer, voyons. C'est dangereux avec les marches. » Dangereux. Ce mot l'irrita plus qu'elle ne l'aurait cru. Ce n'était pas une marche, c'était son seuil, celui qu'elle franchissait depuis 40 ans sans faillir. Elle voulut protester,
Mais son fils changea de sujet. J'ai aussi refait ton abonnement bancaire. Tu as maintenant une carte secondaire, liée à la mienne. Comme ça, je peux suivre tes retraits, au cas où. Suivre? Répéta-t-elle, sans comprendre. Oui, pour simplifier, c'est pour ton bien. Pour ton bien. Cette phrase, elle allait la haïr. Les jours passèrent, et avec eux s'accumulèrent les petites humiliations. Le facteur qui déposait désormais son courrier directement chez Philippe par précaution, la télécommande de la télévision déplacée, pour éviter qu'elle ne la perde, les papiers de mutuelle triés dans un dossier à part qu'elle ne retrouva jamais. Chaque geste semblait bienveillant, mais derrière la douceur polie, elle sentait poindre une mainmise. Un dimanche, au moment du dessert, Corinne posa la main sur la sienne. « Vous savez, maman, à votre âge, il faut apprendre à déléguer. Vous avez déjà bien vécu, non ?» Le mot « déjà » resta suspendu, acide. Madeleine la regarda, stupéfaite, puis baissa les yeux. Elle ne voulait pas pleurer. Elle avait juré que personne ne la verrait s'effondrer, surtout pas cette belle fille à la voix douce et au regard vide. Le soir même, elle reçut un appel de sa fille, Marion. « Maman, j'ai entendu Philippe parler de t'aider à tout centraliser. Fais attention, hein, ne signe rien sans lire. Ne t'inquiète pas, ma chérie, tout va bien. » Mais au fond, elle savait que Marion avait raison. Les semaines suivantes, le sentiment d'être en trop s'installa comme une poussière grise dans la maison. Philippe décidait de tout, jusqu'aux rendez-vous médicaux. « Je t'ai pris une consultation gériatrique pour vérifier que tout va bien. Je ne t'ai rien demandé. C'est juste une formalité, maman. Il faut que je sois rassurée. » Elle avait voulu lui répondre qu'à 81 ans, elle n'avait pas besoin d'être rassurée, mais crue. Qu'elle avait encore toute sa tête, même si ses mains tremblaient parfois. Mais les mots lui étaient restés coincés dans la gorge. Un jeudi, elle découvrit sur la table un relevé bancaire imprimé à son nom, avec en bas une ligne qu'elle n'avait jamais vue. Gestionnaire autorisé, Philippe D. Elle sentit une chaleur lui monter aux joues. Ce n'était plus une aide. C'était une prise de pouvoir. Elle prit son carnet, le même qu'elle tenait depuis la mort d'André, et écrivit lentement, avec sa belle écriture droite. « Je ne suis plus propriétaire de mon propre silence. » Puis elle posa le stylo. Elle regarda la photo d'André sur la commode, son sourire calme, ses yeux francs. « Tu aurais ri, toi, de me voir traiter comme une enfant. Tu aurais su trouver les mots. Moi, je n'ai que le papier. » Elle ferma le carnet, le rangea dans le tiroir du buffet. Dans la maison, tout paraissait en ordre. Les meubles cirés, les rideaux tirés, la pendule à l'heure. Mais à l'intérieur d'elle, quelque chose s'était déplacé, imperceptiblement. Une révolte muette, encore enfouie, commençait à prendre forme. Ce soir-là, en éteignant la lampe, elle pensa « Ils me croient fragile parce que je ne parle pas. Ils oublient que le silence, c'est la patience avant la phrase juste. » Le coup de fil est venu tôt, trop tôt pour un mercredi. À 8h12, l'écran du combiné a clignoté. Banque, service client. Madeleine a d'abord cru à une erreur de prélèvement. À un de ces appels qui demande un « Avez-vous bien reçu votre relevé ?» Elle a décroché en s'excusant presque de sa voix encore froissée. « Madame D, bonjour. Ici le service conformité. Nous vous appelons car nous avons reçu une demande de tutelle anticipée vous concernant, formulée par votre fils, Monsieur Philippe D. » Le mot a claqué dans l'air, comme un volet en plein courant d'air. Tutelle anticipée. Pendant une seconde, le salon a semblé se dédoubler. Les tasses, les chaises, le buffet en merisier, tout flottait. « Pardon ?» a-t-elle soufflé. « Une demande de mise sous tutelle préventive, madame. » Elle s'appuie sur un dossier administratif et médical. Nous devons, par prudence, geler certains mouvements, le temps d'obtenir la décision du juge des contentieux. Il y eut un silence taillé net. On entendait le tic-tac de la pendule, obstiné, insolent. Un dossier médical ? Oui, madame. Un certificat indiquant altération de vos facultés de jugement, signé du docteur Lenoir. Le nom ne disait rien à Madeleine. Elle s'est raidie, comme si on lui avait touché la colonne vertébrale. Je ne connais pas ce médecin. Nous prenons note. Dans tous les cas, vous recevrez une notification. Nous vous invitons à contacter votre conseil. Bonne journée, madame. La ligne a coupé. La journée, elle, venait de basculer. Madeleine est restée immobile, le combiné encore contre son oreille. Altération de ses facultés de jugement. La phrase tournait.
lourde, grasse, comme une tache d'huile qui s'étale sur l'eau claire. Elle a reposé le téléphone, s'est avancée jusqu'au buffet et a ouvert le tiroir du haut. Ses doigts trouvaient à l'aveugle, comme d'habitude, l'élastique de la liasse de facture, la boîte en fer des quittances. Puis, en dessous, plus rigide, la tranche d'une chemise cartonnée beige. Elle l'a tirée. Sur la couverture, au feutre bleu, tutelle, curatelle, dossier à compléter. La même écriture que la veille. La même inclinaison assurée, un peu penchée, de Philippe. Le papier sentait la poussière et l'encre sèche. Elle l'a ouvert. Une photocopie floue d'un formulaire CERFA, 2 listes, pièces à fournir, des cases déjà cochées, certificat médical circonstancié, justificatif de domicile de la personne à protéger, lettre d'un proche constatant les troubles. Au crayon, une note. À récupérer chez maman, discrètement. Le sang lui est monté au visage, puis est redescendu tout aussi vite, emportant la chaleur avec lui. Elle a eu froid, d'un froid intérieur, sourd. Elle s'est assise, la chemise ouverte devant elle. Le mot discrètement l'accrochait comme une épine sous la peau. Elle a tourné une page. Un brouillon de courrier. Ma mère se répète, égare ses factures, signe sans comprendre. Mensonge, ou plutôt récit pratique, celui qu'on fabrique pour que la machine accepte de vous avaler. Elle a refermé la chemise avec lenteur. Puis elle a tiré le tiroir d'en dessous, pris son carnet ligné, celui d'André, et a écrit, la main étonnamment stable. Il m'a confondu avec un dossier. Il a oublié que j'écris encore droit. Elle a laissé la plume suspendue un instant, comme pour s'assurer que l'encre ancrerait. Puis elle a reposé le stylo. Le reste de la journée s'est découpé en gestes précis, presque cérémoniels. Elle a refait le lit, préparé un café qu'elle n'a pas bu, passé un chiffon sur le plateau du buffet. Ses mains travaillaient pour empêcher sa tête de sombrer. À midi, elle a mis la radio. Une voix lisait les nouvelles. Réforme, trafic, météo. Rien qui parle des vieilles femmes qu'on range proprement dans des chemises cartonnées. Vers 14 heures, elle a pris son manteau et a marché jusqu'au cabinet médical où elle allait d'ordinaire. La secrétaire, surprise de la voir sans rendez-vous, a perdu son sourire quand elle a entendu le nom du docteur Lenoir. « Nous n'avons pas de praticien de ce nom ici, madame. Peut être un médecin extérieur ?» Extérieur. Le mot sonnait comme étranger, comme si la médecine elle-même était passée par la porte de derrière pour cautionner l'effacement. De retour à la maison, elle a regardé la pendule battre la fin d'après-midi. Le soleil s'est posé sur le carrelage, tirant du rouge des reflets d'argile. Elle se souvenait d'André, ses mains larges, sa phrase préférée, « La maison, c'est toi ». Et voilà qu'on prétendait la vider d'elle-même en signant à sa place. La tombée du jour a apporté avec elle la fatigue aiguë des mauvaises nouvelles. Elle a fermé les volets, tiré les rideaux, allumé la lampe basse. La chemise beige était restée sur la table, bord affleurant, patiente comme une bête tapie. Elle n'a pas eu la force de la ranger. La nuit venue, le sommeil n'est pas venu. Elle a essayé du lait chaud, puis un livre qui glisse des mains, puis la radio à tout petit volume. Rien. À chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait un tampon rouge s'abattre sur son nom, incapable. Elle se voyait, assise devant un juge, les mains jointes, et Philippe parlant à sa place, pour son bien. Elle devait parler avant lui, elle devait parler juste. À 3 heures, elle s'est levée. Le carrelage était froid sous ses pieds nus. Elle a ouvert la fenêtre de la cuisine. L'air, dehors, sentait la terre et l'herbe humide. Elle a respiré longtemps. Puis elle a chuchoté, comme si André était encore dans la pièce d'à côté. Si je ne fais rien maintenant, demain, je signerai ma disparition légale. Le murmure a rempli la pièce comme une promesse. Elle a refermé la fenêtre, a rallumé la lampe, a repris le carnet. Sous la phrase écrite le matin, elle a ajouté, en capitale cette fois, pour ne pas se trahir au réveil. Demain, commissariat, main courante. Notaire dossier à consulter. Rendez-vous avocat. Médecin traitant, attestation. Elle a souligné MIN courante, 2 fois. Alors seulement, le sommeil s'est approché, en bordure. Pas un vrai repos, une veille posée. Elle s'est glissée dans le lit en gardant la lumière du chevet allumée, la chemise beige toujours sur la table, comme un loup apprivoisé qu'on tient à l'œil. Aux premières lueurs, une certitude l'attendait déjà, assise au bord du matelas, on ne la placerait pas en tutelle sans l'entendre. Et elle, on l'entendrait,
parce qu'elle écrirait, daterait, signerait droit. Les jours suivants, Madeleine vit comme entre deux eaux. Une surface calme, et dessous, le remous. Les nuits ne lui offraient plus le refuge du sommeil, mais un long dialogue avec les ombres familières de la maison. Dans la pénombre, la photo d'André sur la commode semblait la regarder. Elle s'adressait à lui, à voix basse, comme on se parle à soi-même pour tenir debout. « Tu te rends compte, André? Ils veulent me mettre sous tutelle. Moi, la femme qui a tenu cette maison quand tu n'étais plus là. La femme qui n'a jamais eu besoin qu'on signe à sa place. » Elle sourit tristement. La lampe du chevet dessinait sur les murs le contour des cadres, du buffet, du fauteuil d'André resté à la même place depuis 5 ans. Tout semblait immobile, mais en elle, quelque chose bougeait enfin. Le matin, elle se levait plus tôt, juste pour avoir la sensation de choisir quelque chose encore. Elle s'asseyait à la table de la cuisine, avec son carnet ligné ouvert, et relisait les pages précédentes. Il a prononcé le mot tutelle. Je ne suis plus propriétaire de mon propre silence. Il m'a confondu avec un dossier. Les mots formaient une chronologie précise, son dossier à elle, celui qu'elle allait opposer au leur. Chaque mot comptait. Chaque date. André lui avait appris à classer, à vérifier, à relire 3 fois avant de signer. Ce réflexe, aujourd'hui, devenait son arme. Elle prit alors les vieux classeurs, les quittances, les reçus d'électricité, les courriers de la banque. Elle les posa sur la table du salon. Feuille après feuille, elle vérifia les signatures, les dates, les montants. Elle voulait prouver qu'elle savait encore lire, comprendre, raisonner. La lenteur de ses gestes n'était pas faiblesse, c'était sa méthode. Vers 10 heures, la sonnette retentit. C'était Mireille, sa voisine du pavillon d'en face. Une femme vive, aux cheveux courts, ancienne secrétaire de mairie, qui avait tout vu des ruses administratives et des formulaires truqués. En entrant, elle lança simplement. « J'ai appris ce qu'ils essaient de faire, Madeleine. Ne laisse pas ça passer. Tu vas aller au commissariat et faire une main courante. Et ensuite, tu contactes ton propre avocat, pas celui de ton fils. » Madeleine hocha la tête, sans un mot. Mireille continua, plus doucement. « À ton âge, les gens croient qu'on ne sait plus se défendre. Mais tu connais les papiers mieux qu'eux. Il faut juste tout noter. Date, nom, mot. Ce sont les preuves qui parlent. » Cette phrase la toucha au cœur. Les preuves, elle les avait déjà. Son carnet, sa mémoire, sa volonté intacte. Quand Mireille repartit, elle se rassit à sa table et écrivit d'une écriture lente, appliquée. Ne pas crier. Agir. Par écrit, par preuve, par loi. Elle resta un moment à regarder cette phrase, comme une prière inversée. Elle pensa à Philippe, à Corinne, à leur ton doux, aux mots déguisés en bienveillance. Ils avaient cru qu'elle allait se laisser porter, sans résistance. Mais le silence qu'ils prenaient pour de la résignation était en train de devenir sa stratégie. Cette nuit-là, en rangeant ses papiers dans des chemises soigneusement étiquetées, elle sentit quelque chose renaître en elle. Pas la colère, non. La clarté, celle qui précède les décisions importantes. Elle caressa la photo d'André avant d'éteindre la lumière. « Tu sais, mon vieux, je ne vais pas crier, mais je vais signer juste. C'est encore moi qui tiens la plume. » Et dans le silence de la maison, le tic-tac régulier de l'horloge sonnait comme un battement de cœur retrouvé. Le rendez-vous avec Maître Clément avait été fixé un jeudi matin. Le ciel était bas, couleur d'étain, et Madeleine s'était surprise à trembler un peu, non de peur, mais d'une tension qu'elle n'avait plus ressentie depuis des années, celle d'une femme qui entre en scène pour défendre son nom. Le cabinet de l'avocate se trouvait rue Nationale, une porte vitrée, une plaque sobre, et à l'intérieur, une odeur de papier, de café et de calme. Maître Clément, la quarantaine, regard clair derrière des lunettes rondes, lui avait tendu la main sans détour. « Je vous écoute. » Madame D. Madeleine avait sorti de son sac la chemise beige, la fameuse, et l'avait posée sur le bureau avec une lenteur solennelle. Elle avait raconté tout. Le dossier trouvé, le mot tutelle, le médecin inconnu, la banque qui l'avait appelée, et Philippe, son fils, qui voulait la protéger. L'avocate ne l'avait pas interrompue. À la fin, elle avait simplement dit « Je vais demander immédiatement la copie du dossier, et surtout ne signez plus rien, même un accusé de réception. » 3 jours plus tard, l'appel de Maître Clément confirma ce que Madeleine soupçonnait sans oser le formuler. Le dossier de Philippe était truffé de faux. Des attestations prétendument signées par des voisins qui n'avaient jamais écrit une ligne. Un certificat médical, rédigé à la hâte par un confrère du fils d'un collègue. Et,
Surtout, aucune expertise officielle du juge. Nous avons demandé une suspension immédiate de la procédure pour irrégularité, expliqua l'avocate au téléphone. Et si votre fils insiste, demanda Madeleine, la voix basse, alors nous irons devant le juge. Mais cette fois, c'est vous qui parlerez. Cette phrase la bouleversa. C'est vous qui parlerez. Depuis des mois, tout le monde parlait à sa place. Pour la première fois, on lui rendait la voix. Le lendemain, elle prit rendez-vous avec un notaire indépendant, Maître Perrault, un homme doux, à la diction mesurée, qui rappelait un peu André par sa façon de poser les mots comme on pose un clou droit dans le bois. Il écouta longuement, puis lui dit « Madame, il faut rétablir les fondations. Le pouvoir bancaire, le testament, tout doit être clarifié. Vous allez redevenir votre propre signature. » En quelques jours, les gestes se succédèrent avec la précision d'une horloge. La procuration générale fut révoquée. La banque notifia officiellement la suspension de tout mouvement non validé par elle-même. Elle ouvrit un nouveau compte personnel, dans une autre agence, cette fois avec Marion comme personne de confiance pas gestionnaire, mais simple contact. Une transparence nouvelle, limpide, presque apaisante. Maître Perrault relut ensuite avec elle son testament. Madeleine demanda une seule modification. « Je laisse la maison de Cholet et ses biens mobiliers à ma fille Marion pour son écoute, son honnêteté, et parce qu'elle a toujours respecté ma parole. » Le notaire leva les yeux vers elle. « Souhaitez-vous mentionner votre fils ?» Elle réfléchit un instant, puis répondit, calmement. « Non. Le silence suffira. » Ce jour-là, elle sentit pour la première fois depuis des semaines que la peur reculait. Elle avait retrouvé sa colonne vertébrale. Le papier, les dates, les preuves. La justice n'était plus une abstraction. C'était une méthode, une géométrie du courage. Le soir, de retour chez elle, elle sortit son carnet du buffet et écrivit, d'une écriture lente et ferme. Tout noté, tout daté. Le droit, c'est la mémoire organisée. Puis elle alla chercher une nouvelle chemise grise, vierge. Elle y rangea les copies, les attestations, les échanges de courriels, la preuve du faux certificat. Sur la couverture, elle écrivit au feutre noir « Liberté dossier personnel ». En refermant le classeur, elle eut un léger sourire. Cette chemise, personne ne la toucherait sans son accord. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle dormira peu. Être bien cette nuit parce qu'elle avait repris, au moins sur le papier, la clé de sa propre vie. La salle du tribunal de Cholet était froide, presque neutre. Madeleine s'y tenait droite, les mains croisées sur son sac, dans une lumière grise de matin. Les murs couleur crème semblaient absorber les voix, comme pour empêcher les émotions d'y laisser des traces. Philippe était déjà là. Costume sombre, montre en acier, regard fixe sur son téléphone, une manière d'affirmer qu'il contrôlait encore la situation. À côté de lui, Corinne feuilletait nerveusement un dossier. Ils avaient ce calme un peu hautain des gens persuadés d'avoir fait ce qu'il fallait. Maître Clément s'assit à côté de Madeleine et lui murmura doucement. « Nous allons simplement laisser parler les faits, rien d'autre. » Sur la table, le juge des contentieux avait disposé 3 chemises. Celle de Philippe, celle de l'expertise médicale, et la 3e, grise, impeccable, celle que Maître Clément avait apportée liberté, dossier personnel. Quand l'audience commença, tout sembla basculer dans une lenteur solennelle. Le juge, un homme d'une 50aine d'années, posa ses lunettes sur son nez, ouvrit la première chemise. La voix de Philippe s'éleva, mesurée, presque douce. « Votre honneur, ma mère se répète souvent. Elle se met en danger sans s'en rendre compte. Elle signe sans comprendre. Cette mesure n'a rien d'une punition, c'est une protection. » Un murmure parcourut la salle. Madeleine sentit le souffle court, mais resta immobile. Le juge hocha la tête, tourna quelques pages, puis regarda Maître Clément. « Maître, à vous. » Alors, l'avocate se leva. Elle posa sur la table la chemise grise. Un geste lent, précis, comme une pièce qu'on dépose sur un échiquier. « Votre honneur, ce dossier est celui d'une femme parfaitement lucide, victime d'une procédure abusive. Vous y trouverez la main courante déposée avant toute démarche de son fils, le certificat médical de son propre médecin traitant, les copies bancaires signées de sa main, les attestations des voisins et la preuve que le certificat présenté par M. D. a été falsifié. » Le silence retomba. Philippe se raidit.
Le juge fronça les sourcils, prit la première page, lut lentement, puis leva le regard vers Madeleine. « Madame D, pouvez-vous me dire pourquoi vous tenez à conserver la gestion de vos affaires ?» Sa voix à elle était posée, calme, presque douce. « Parce que je gère ma vie depuis 40 ans, monsieur le juge. J'ai tenu la maison, les comptes, les papiers, sans jamais qu'un chèque revienne impayé. Je ne demande pas d'aide pour comprendre seulement qu'on me laisse le droit de comprendre par moi-même. » Dans la salle, on entendait le froissement d'un manteau, le bruit d'un stylo qu'on repose. Le juge referma lentement le dossier. Puis, après un silence qui sembla durer une minute entière, il déclara « Madame, vous n'avez pas besoin de tutelle. Vous avez besoin qu'on vous laisse vivre. » Cette phrase, Madeleine l'a reçue comme une délivrance muette. Ni triomphe, ni revanche. Une simple reconnaissance. Philippe baissa la tête. Corinne se mordit la lèvre, détourna les yeux. Maître Clément, elle, esquissa un léger sourire, le genre de sourire qui ne dit pas « on a gagné, mais vous avez été entendu ». Le juge poursuivit. La procédure de mise sous tutelle est classée sans suite, et j'enjoins M. Philippe D à cesser toute démarche sans consentement écrit. Les frais sont à sa charge. Madeleine ne bougea pas. Elle sentit seulement ses épaules se détendre, ses doigts relâcher le sac. Une larme, discrète, roula sur sa joue sans qu'elle la chasse. Quand l'audience prit fin, Philippe s'approcha maladroitement. « Maman, tu ne comprends pas. Je voulais juste éviter les erreurs. » Elle le regarda avec une douceur désarmante. « Je voulais juste qu'on me reconnaisse capable d'aimer et de comprendre. Rien de plus. » Puis elle se tourna vers l'avocate. « Merci, maître. Vous avez remis mes mots à leur place. » Dans le couloir, la lumière de midi filtrait à travers les vitres hautes. Elle sortit la chemise grise de son sac, la caressa du bout des doigts. Les lettres liberté, dossier personnel semblaient briller. Elle la rangea soigneusement, comme on referme un chapitre. Cette fois, c'était elle qui possédait le dernier mot, le dernier papier, la dernière signature. Et quelque part, elle savait qu'André aurait souri en la voyant sortir du tribunal, le dos droit, tenant son sac d'une main, sa dignité de l'autre. La chemise tutelle, curatelle, celle de Philippe, était refermée à jamais. Les jours qui suivirent l'audience eurent le goût étrange d'un hiver qui recule. Un froid encore présent, mais une lumière nouvelle qui s'installe peu à peu. Le verdict du juge s'était répandu dans la famille comme une onde glaciale. Personne ne cria, personne ne se justifia. C'était un silence compact, pesant, presque géométrique, celui des familles où les mots ont été remplacés par la honte. Philippe ne rappela pas. Pas un message, pas un mot. Seulement ce vide, cet espace entre eux devenu infranchissable. Il avait quitté Cholet 2 jours après l'audience, sous prétexte d'affaires urgentes à Paris. Corinne, elle, n'envoya qu'un mail bref. « Nous avons compris ton choix, maman. Prends soin de toi. » Aucun ton, aucune chaleur. Des phrases qui claquent comme des portes fermées. Madeleine, pourtant, n'en éprouva ni rancune, ni satisfaction. Elle avait connu pire. Les guerres muettes des couples, les veillées sans réponse, les matins de solitude. Ce silence familial, elle l'accepta comme un terrain de paix forcé. Elle se disait simplement « Ils auront besoin de temps pour comprendre ce que j'ai défendu. » Marion, sa fille cadette, fut la seule à franchir la porte. Le lendemain du jugement, elle arriva sans prévenir. Un panier à la main, des pommes, du pain frais et un bouquet de muguets enrubannés. Elle posa tout sur la table, embrassa sa mère et dit doucement « Tu as bien fait, maman. Ce n'est pas contre lui. C'est pour toi. » Madeleine hocha la tête, émue. Aucune autre phrase ne fut nécessaire. Entre elles, la parole était redevenue simple, comme un fil recousu. Les voisins, eux, murmuraient avec ce mélange d'admiration et de crainte qu'on réserve aux justes silencieux. Au marché, on chuchotait. C'est elle, Madeleine D, la dame qui a gagné contre son propre fils, sans élever la voix. Et parfois, une main se posait sur son bras pour lui dire « Vous avez eu du courage ». Elle répondait toujours la même chose. « Non, j'ai seulement eu de la mémoire ». Dans sa maison, Madeleine entreprit un grand tri. Les papiers furent classés, les chemises alignées sur la table. Banque, maison, assurance, médecin, testament. Chaque document avait désormais sa place. Plus aucun feuillet errant, plus aucun tiroir obscur. Elle voulait que tout soit clair non pour les autres, mais pour elle-même. Puis vint le moment le plus symbolique.
Elle prit la fameuse chemise bleue, celle que Philippe avait autrefois glissée dans sa sacoche, celle marquée au feutre, tutelle, curatelle, dossier à compléter. Elle l'ouvrit. Dedans, il ne restait qu'une feuille vierge. Elle la caressa du bout des doigts, longtemps. Puis, d'un geste calme, elle la rangea sur l'étagère du salon, à côté de ses albums photos et d'un vase en verre taillé. Sur la tranche, elle colla une petite étiquette écrite à la main. Liberté clôt le 12 avril. Chaque matin, en passant devant, elle jetait un regard à cette chemise bleue. Non pas avec amertume, mais avec reconnaissance. C'était son trophée discret, son monument intime. Pas un trophée de guerre, un acte de rétablissement. La maison reprit vie. Elle remit un rideau blanc dans la cuisine, changea le napperon du salon et invita Marion à déjeuner un dimanche. Elles mangèrent une tarte salée, parlèrent de tout sauf du procès. Et quand le repas fut terminé, Madeleine dit, en regardant la lumière de fin d'après-midi tomber sur la table, « Tu vois, tout ce qu'il faut pour tenir, c'est une table claire et des papiers bien rangés. » Marion sourit, émue, en hochant la tête. Dehors, les lilas du voisin fleurissaient. Et Madeleine sut, sans même devoir l'écrire dans son carnet, que cette fois, c'était vraiment fini. La chemise bleue restait vide, mais, paradoxalement, c'était elle qui contenait désormais toute sa liberté. L'été revint doucement sur Cholet, lavant la mémoire des mois sombres. Madeleine, après de longues hésitations, prit une décision simple, vendre la vieille maison. Elle ne voulait plus vivre entourée de fantômes ni d'armoires pleines de souvenirs qui pesaient plus lourd que les meubles eux-mêmes. Un matin, elle referma la porte d'entrée pour la dernière fois. Elle n'emporta qu'une valise, un carton de livres et la fameuse chemise bleue, désormais vide, qu'elle glissa au fond d'un sac en toile. Le reste, les bibelots, les rideaux, la vaisselle du mariage, elle laissa à Marion. Elle disait « Je n'ai plus besoin de tout ça. Ce qu'il faut garder, c'est la paix, pas les objets. » Elle s'installa dans un petit appartement au centre-ville, lumineux, au 3e étage d'un immeuble ancien. 2 pièces, un balcon donnant sur une place avec des platanes et le marché du samedi. Dès les premiers jours, elle y retrouva un rythme calme, presque neuf. Le matin, elle descendait acheter son pain chez le boulanger, puis s'arrêtait au café d'en face pour boire un noir bien serré. Les commerçants la saluaient. « Bonjour Madame Madeleine », une politesse simple, sincère, qui lui faisait plus de bien que n'importe quelle déclaration de famille. Chaque mardi, elle retrouvait Marion au marché. Elle s'asseyait sur un banc, regardait les gens passer, parlait des petits riens, les tomates trop chères, la pluie, les projets de Juliette, la petite fille partie étudier à Angers. C'était doux, ordinaire, vrai. Dans l'après-midi, elle cousait. Elle avait ressorti sa vieille machine Singer, graissée, lustrée, posée près de la fenêtre. Elle reprit goût à la précision du fil, au geste lent. Peu à peu, les voisines vinrent lui demander des ourlets, des nappes, des housses. Elle ne faisait pas payer. Juste un café, parfois un morceau de tarte. On disait d'elle, la dame du 3e, celle qui coud avec le sourire. Sur sa table ronde, elle avait placé un vase avec quelques fleurs du marché. Sous le vase, en guise de napperon, reposait la chemise bleue. Elle l'avait gardée, non comme un souvenir amer, mais comme un dessous de paix. Le symbole parfait, ce qui autrefois devait l'enfermer, soutenait désormais la beauté du présent. Un après-midi, elle prit son carnet et écrivit à Juliette, sa petite fille. « Ma chérie, ne laisse jamais quelqu'un t'expliquer ce que tu peux comprendre seule. La vie te traitera parfois comme un dossier, mais tu restes toujours la signature. » Elle referma le carnet avec un sourire. Elle pensa à Philippe, non plus avec colère, mais avec cette distance lucide qu'on réserve aux gens qui ont voulu bien faire et ont mal compris l'amour. Elle se disait « La tutelle, c'était eux, pas moi. » Le soir, en arrosant ses géraniums sur le balcon, elle observait la ville s'endormir. Les fenêtres s'allumaient une à une, comme autant de vies simples et intactes. Elle sentait le vent tiède caresser son visage. Un sentiment de justice tranquille la traversa, cette impression rare d'avoir repris non seulement sa liberté, mais sa juste place dans le monde. Elle n'avait plus peur de rien, désormais. Son cœur battait au rythme lent et sûr de quelqu'un qui n'attend plus qu'on la reconnaisse, parce qu'elle s'est reconnue elle-même. La nuit était tombée sur Cholet, paisible, comme une couverture bleue posée sur les toits. Dans le petit appartement, Madeleine rangeait ses papiers pour la dernière fois. Tout était en ordre, les dossiers alignés,
les factures réglées, la table dégagée. Elle aimait cette clarté nouvelle, cette absence de désordre qui autrefois pesait dans chaque coin de la maison. Elle alluma la lampe du bureau, cette lumière jaune et douce qui n'éclaire que ce qui compte. Sur la table, il ne restait que 2 objets, la chemise grise et le carnet ligné. Elle les regarda longuement, comme on observe 2 témoins silencieux d'une bataille qu'on vient de remporter sans armes. Elle ouvrit lentement le carnet, celui qui l'avait accompagnée pendant tous ces mois. La première page, écrite d'une main encore ferme, disait « Ils ont voulu me mettre sous tutelle ». Elle sourit. Les lettres étaient un peu tremblées, mais droites, comme une colonne vertébrale de papier. Elle prit son stylo, celui qu'elle n'avait jamais prêté à personne, et ajouta calmement « Mais j'ai remis de l'ordre dans leur désordre ». Puis, elle posa le stylo, s'adossa à sa chaise et laissa venir les mots qui, depuis des semaines, attendaient de sortir. Elle les murmura, d'une voix basse mais claire, cette voix qu'elle n'avait jamais haussée, même face à l'humiliation. On m'a prise pour une incapable. J'ai prouvé que la raison ne vieillit pas. On m'a menacé d'un dossier. J'ai répondu par la loi. On a voulu ranger ma vie dans une chemise. J'ai écrit dedans ma liberté. J'ai compris que la dignité ne se défend pas en criant, mais en écrivant. Le silence peut aussi être une forme de justice. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, comme une prière laïque. Rien d'héroïque, rien de dramatique, juste la vérité, nue et apaisée. Elle referma le carnet d'un geste lent. Le bruit du papier contre le bois résonna comme une fermeture de chapitre. Puis, elle prit la chemise grise, la posa à côté, en travers, légèrement ouverte, comme une plaie refermée. À l'intérieur, une seule feuille. Le jugement de classement sans suite. Elle y glissa une fleur séchée, un brin de muguet cueilli avec Marion quelques semaines plus tôt. La lampe diffusait sa lumière dorée sur la table. Tout semblait simple, ordonné, silencieux. Dehors, la nuit de Cholet respirait, sans vent ni agitation. Un voisin fermait ses volets, un chat traversait la rue. Madeleine regarda par la fenêtre, les mains posées sur le bord de la table. Elle pensa à André, à la maison, au papier, aux humiliations, aux mots qu'elle n'avait pas dits, et pour la première fois, elle ne sentit plus de colère, seulement la paix. Dans sa tête, elle formula une dernière pensée. J'ai tenu bon, sans bruit, et cela suffit. Elle éteignit la lampe, laissant juste un rayon de lune éclairer le bureau. Sur le bois clair, on distinguait encore les contours du carnet fermé et de la chemise grise. 2 objets simples, mais plus forts qu'un cri. La caméra s'éloigne lentement. La pièce reste immobile, baignée d'une lumière douce. Dehors, les réverbères de Cholet se reflètent sur les vitres. Une victoire sans bruit, mais éclatante. Un dernier plan sur la chemise grise. Sur la couverture, on lit encore, en lettres fines, « Liberté, dossier personnel ».